On est parti avec Daniel. Petit bilan après les 2 premiers tomes d'Aventure à Guédelon. Grand plaisir de voir que de nombreux lecteurs ont lu les livres et qu'on a des retours très positifs, qu'ils attendent des suites, donc beaucoup de bonheur avec cette série. Ouais, on s'est baladé avec les 2 premiers tomes. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans le 3e jusqu'où on va aller? On reste quand même dans le même cadre sur le 3e tome, c'est-à-dire au château même de Guédelon et dans la ville moyenâgeuse de Saint-Fargeau. Mais on va peut-être partir un petit peu plus loin dans le 4e tome, parce que j'avoue que je suis très tentée par le Paris du Moyen-Âge. Voilà. Ouais, on va aller se balader à Paris, ça c'est chouette. Ça serait bien parce qu'il se trouve qu'à cette époque-là, à Paris, il y avait un château très célèbre qui se construisait, qui est le Louvre, et qu'il y a une poterne aussi là-bas, et qu'après tout, pourquoi ne pas imaginer que le chat casqué puisse emmener nos personnages par un autre escalier de poterne. Voilà. Et la forge dans le 3e, c'est ce que tu voudrais explorer. C'est la 3e chose qu'on remarque quand on arrive au château de Guédelon. On voit d'abord la pierre, c'était dans les pierres qui pleurent, on voit les charpentes, les échafaudages dans le maître-chêne. Le nerf de la guerre, si j'ose dire, de la construction de Guédelon, c'est la forge, parce qu'ils fabriquent tous leurs outils, leurs propres outils. Ils fabriquent les clous, les pentures des portes, enfin tout ce qui est les serrures, les clés, tout ça se fait sur place. Et j'avoue que le feu de la forge est fascinant. D'abord, je suis une héritière de forgeron. Mon arrière-grand-père était forgeron. Il fabriquait des charrues pour les chevaux dans les vignes de Bourgogne. Et j'ai été élevée dans un lieu où il y avait une forge. Alors donc, à chaque fois que je vais à Guédelon, j'aime beaucoup aller regarder le travail des forgerons. Et puis en plus, quand j'ai été bâtisseur sur le site, j'ai travaillé à un moment donné à la forge. Alors évidemment pas au marteau et à l'enclume, mais j'ai animé le soufflet pour essayer de faire monter en température un four qui était censé extraire du grès ferrugineux du minerai de fer. Et ça, c'était très intéressant. On a sorti un tout petit peu pour faire un tout petit lingot de fer, mais c'était vraiment sur le lieu du château une extraction de fer. Donc voilà, ça m'a donné envie d'utiliser la forge dans le 3e tome. Je reviens sur le tome 1, ce qui était rigolo, c'est l'anecdote de la salamandre. Ils ont fait une salamandre maintenant à Guédelon. Il y a 2 salamandres à Guédelon. Il y en a une sculptée dans une pierre et il y en a une gravée sur une poutre. On n'a jamais montré encore où c'était, mais je sais qu'on m'a dit ça. Et quand je leur avais dit que j'aimerais aussi parler de la forge, ils m'avaient dit alors on fera une salamandre en fer. Alors à la sortie du 3e tome, il est possible qu'il y ait quelque part dans Guédelon une petite salamandre en fer qui soit fixée à un endroit donné. Voilà. Et raconte-nous, dans le tome 2, il y a un arbre qui est coupé et on trouve une tige de fer. Oui. Et il y a eu une histoire aussi sur Guédelon Voilà, avec alors ça. il y a une anecdote assez extraordinaire, c'est que en fait moi je savais qu'il y avait dans certains troncs d'arbres des tiges de fer, soit de la mitraille de certaines guerres, soit des fiches de fer de clôture, etc. qu'on trouvait à l'intérieur des arbres. Mais j'ai totalement imaginé qu'il y en avait une de ces tiges dans un des arbres de Guédelon. Et puis tout à fait par hasard, après la réception au château du tome 2, beaucoup de personnes évidemment dans le château les lisent avec beaucoup d'intérêt, voilà que les bûcherons arrivent dans les bureaux avec un morceau de bois en disant « Regardez ce qu'on a trouvé, on a trouvé un morceau de fer, c'est pas vraiment une tige très travaillée, mais c'est un bout de fer à l'intérieur d'un tronc qui était dans un arbre assez gros. » Et les bûcherons venaient le montrer parce qu'ils étaient très, très surpris d'avoir trouvé ça. Sauf qu'il n'y en a aucun qui avait lu le livre. Et donc à ce moment-là, la directrice de Guédelon a dit « mais il faut qu'on dise ça à Daniel ». Alors ils ont dit « mais pourquoi ?» Mais Daniel, dans son 2e tome, elle a imaginé qu'il y avait une tige de fer dans un tronc d'arbre. Alors donc on m'a gardé bien précieusement le morceau de bois. Il est rangé dans un bureau à Guédelon, un morceau de bois d'un arbre de Guédelon avec une tige de fer à l'intérieur. Ouais. Ça s'est fait tout à fait par hasard. La fiction qui Oui, la qui réalité mélange. qui rejoint la fiction, c'est très très sympa. Une dernière question sur tes héros. Oui. Comment ils évoluent dans ta tête? Comment tu vis cette relation avec eux? Le principe même d'une série avec des héros récurrents, c'est surtout de ne pas les faire vieillir. Non.
Donc pour moi, dans ma tête, ils sont figés dans des éternelles vacances, hein, avec ce caractère d'enfants, de jeunes adolescents, que je me retiens de les faire vieillir en fait. Parce que si je les fais évoluer, bien sûr. Ils changent, ils apprennent un petit peu, etc. Mais il faut surtout, je regarde cette spontanéité juvénile qu'ils ont depuis le premier tome, du plaisir de la découverte, du goût pour l'aventure. Et je les aime beaucoup, tous les trois. Les jumeaux qui sont à la fois si semblables physiquement et différents de caractère. Et puis Najwa qui, elle, est une battante. Et les personnages qui s'ajoutent à eux à chaque épisode sont différents. Ouais. Je pense qu'un jour, je ferai peut-être revenir certains auprès de leurs amis de Guédelon. Mais pour l'instant, j'envisage à chaque tome de leur adjoindre de nouvelles têtes, entre guillemets, qui me permettent aussi d'insuffler un autre comportement de la part de mes personnages face à d'autres jeunes qui réagissent un petit peu différemment. D'accord. On saura un jour le mystère du chat casqué, d'où il vient. Oui, il faudra peut-être que je le trouve moi-même, déjà, le mystère du chat casqué. Parce que vous savez, ça étonne beaucoup les jeunes lecteurs, mais oui, il arrive que les auteurs écrivent des choses dont ils n'ont pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est un petit peu le cas pour ce chat casqué que j'aime beaucoup. Et puis, voilà, il faut peut-être aussi qu'il garde un peu son mystère pour moi aussi, pour pouvoir continuer à le faire fonctionner, entre guillemets, comme un personnage mystérieux et un petit peu magique. Eh ben super, merci beaucoup.